J'ai trouvé quelqu'un d'autre. Je ne veux plus rien avoir avec toi. Ma petite amie m'a envoyé ce message. J'ai répondu, comme tu veux. Puis j'ai bloqué toutes ses cartes et arrêté de financer son style de vie. Une semaine plus tard, elle essayait désespérément de me contacter. Ce mardi après-midi-là, alors que je passais en revue des rapports dans mon bureau, le téléphone a vibré sur le bureau. Le nom de Daniel s'est allumé à l'écran. J'ai ouvert le message, m'attendant à l'une de ses demandes habituelles d'argent pour le salon de beauté ou pour sortir avec ses amis. Au lieu de cela, j'ai trouvé 3 lignes qui allaient changer tout entre nous pour toujours. Mathieu, je dois être honnête avec toi. J'ai trouvé quelqu'un d'autre qui me rend vraiment heureuse. Je ne veux plus rien avec toi. C'était bien temps que ça a duré. J'ai lu le message 2 fois, m'attendant à ressentir quelque chose. De la colère, de la douleur, de la surprise. Mais la seule chose que j'ai ressentie était un étrange soulagement, comme si la dernière pièce d'un puzzle que j'avais assemblé pendant des mois était enfin tombée en place. Mes doigts ont bougé presque par instinct sur le clavier. Comme tu veux, prends soin de toi. 2 mots. C'est tout ce dont j'avais besoin pour répondre à une relation de 3 ans. Mais ma vraie réponse viendrait dans les minutes suivantes. Et Daniel n'avait aucune idée de ce qu'elle était sur le point de découvrir. Je suis Mathieu Fournier. J'ai 32 ans et je travaille comme directeur régional des ventes pour une entreprise technologique. Je gagne bien, très bien même. Et pendant les 3 dernières années, j'ai généreusement partagé chaque centime de mes revenus avec Daniel Dubois, ma désormais ex-petite amie. Ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle n'a jamais pris la peine de découvrir, c'est que pratiquement tout son train de vie dépendait de mon compte bancaire. J'ai rencontré Daniel à la fête d'anniversaire d'un ami commun. Elle avait 27 ans, incroyablement attrayante, et travaillait comme influenceuse mode sur les réseaux sociaux, ou du moins c'est ce qu'elle disait. La réalité était que ses abonnés n'étaient que quelques milliers, et les marques qui la sponsorisaient, soi-disant lui envoyaient des produits gratuits de temps en temps, mais aucun paiement réel. Au début, notre relation semblait équilibrée. Nous allions dans des endroits abordables, nous partagions les additions. Elle insistait même parfois pour payer. Mais environ 6 mois après le début de notre relation, les choses ont commencé à changer subtilement. Mon amour, pourrais-tu me prêter de l'argent pour mes cheveux? Je promets de te rembourser quand les marques me paieront, disait Daniel avec ce sourire qui rendait difficile de lui refuser quoi que ce soit. L'argent n'est jamais revenu, mais je m'en fichais. Après tout, nous étions un couple. Un prêt est devenu 2, puis 5, puis une habitude. Dès la première année de notre relation, je payais son téléphone, son forfait internet, ses soins de beauté, ses vêtements et pratiquement toutes nos sorties. Daniel avait toujours une excuse expliquant pourquoi l'argent des marques n'était pas arrivé ou pourquoi elle devait investir dans son image professionnelle. C'est juste que pour grandir sur les réseaux sociaux, je dois avoir l'air bien, mon amour. Elle se justifiait en me montrant le panier d'achat d'une boutique en ligne. C'est un investissement pour ma carrière. Quand elle décollera, tout cela en vaudra la peine. J'acquiesçais et passais ma carte encore et encore. Il y a environ 8 mois, Daniel m'a convaincu de l'ajouter comme utilisatrice autorisée sur l'une de mes cartes de crédit, juste pour les urgences. Tu sais, au cas où j'aurais besoin de quelque chose d'urgent quand tu travailles et que tu ne peux pas répondre, disait-elle. La carte avait une limite mensuelle de 50 000 pesos. Le premier mois, elle a dépensé 32 000, le deuxième 48 000. Le troisième, elle a atteint la limite complète. Quand je l'interrogeais sur les dépenses, elle avait toujours des explications élaborées sur l'équipement pour ses vidéos, les vêtements pour ses collaborations de marque, les traitements nécessaires pour maintenir son image. Tu ne comprends juste pas comment fonctionne ce truc de marketing d'influence, Mathieu, me disait-elle avec ce ton légèrement condescendant qu'elle utilisait de plus en plus souvent. Il faut investir pour grandir. Tous les influenceurs qui réussissent font la même chose. Mais je comprenais. Je comprenais parfaitement que de ces soi-disant collaborations de marque, je n'avais jamais vu un seul peso. Je comprenais que ces sorties avec des amis finissaient toujours par être facturées sur ma carte. Je comprenais que l'appartement où elle vivait, bien que à son nom, je payais le loyer tous les mois parce qu'elle économisait pour un projet important. Ce que Daniel ne comprenait pas, c'est que je documentais chaque dépense depuis des mois, chaque transaction, chaque promesse non tenue. Pas par méfiance au début, mais parce que mon travail dans les ventes m'avait appris l'importance de tenir des registres détaillés de tout. Il y a 3 mois,
j'avais remarqué des changements dans son comportement. Daniel a commencé à sortir plus souvent, toujours avec de nouveaux amis que je n'avais jamais rencontrés. Son emploi du temps est devenu erratique. Certaines nuits, elle ne répondait pas aux messages pendant des heures. Puis elle se présentait avec des excuses pour des réunions avec des sponsors potentiels ou des séances photos qui duraient tard dans la nuit. « Pourquoi me fais-tu toujours confiance ?» se plaignait-elle quand je l'interrogeais sur ses activités. « Je travaille à construire ma carrière. Je pensais que tu me soutenais. » Et je la soutenais avec mon argent, avec mon temps, avec ma patience. Jusqu'à ce mardi-là, après avoir répondu à son message de rupture avec ces 2 mots simples, j'ai ouvert mon application bancaire. D'abord, j'ai bloqué la carte de crédit dont elle était une utilisatrice autorisée. 47 000 pesos de dette ce mois-là. Ensuite, j'ai annulé les virements automatiques que j'avais mis en place, 8 000 par mois pour son loyer, 2 500 pour son téléphone, 1 500 pour la salle de sport qu'elle n'utilisait jamais mais insistait pour garder pour les photos. J'ai vérifié mon compte de paiement récurrent. Spotify, Netflix, Amazon Prime, HBO, Disney+. Tous les abonnements qu'elle utilisait étaient liés à ma carte. Un par un, je les ai annulés ou j'ai changé les mots de passe. Son abonnement au salon de beauté qu'elle visitait chaque semaine, annulé. L'assurance santé privée à laquelle je l'avais ajoutée à ma police familiale, supprimée. La carte de carburant qu'elle utilisait pour sa voiture, bloquée. En 20 minutes, j'avais systématiquement coupé chaque lien financier qui me reliait à Daniel. C'était comme allumer des interrupteurs dans une maison, l'un après l'autre, jusqu'à ce qu'elle soit laissée complètement dans le noir. Mon téléphone a commencé à vibrer presque immédiatement. Appel de Daniel. 1, 2, 5, 10. Je les ai laissés sonner. Puis les messages sont arrivés. Mathieu, ma carte ne fonctionne pas. Tu as fait quelque chose à la carte? Mathieu, réponds, s'il te plaît. Je ne peux pas payer l'Uber. J'ai besoin que tu me transfères de l'argent. C'est ridicule. Réponds au téléphone. J'ai ignoré chaque message, chaque appel. Je me suis concentré sur la fin de ma journée de travail comme si rien ne s'était passé, car pour moi, vraiment, rien d'extraordinaire ne s'était passé. J'ai juste arrêté de financer une relation toxique qui agonisait depuis des mois. Cette nuit-là, alors que je dînais paisiblement dans mon appartement, le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Daniel était passé de la confusion à l'indignation. Ses messages avaient maintenant un ton complètement différent. Tu es un sacré égoïste. Après tout ce que nous avons partagé, c'est comme ça que tu me rembourses. Tu m'as laissé en plan sans aucun moyen de payer mes affaires. Quel genre d'homme fait ça? J'ai lu chaque message avec un calme qui m'a surpris moi-même. Il y a 3 ans, ces messages m'auraient brisé. J'aurais eu l'impression d'être coupable. J'aurais remis ma décision en question. J'aurais probablement tout réactivé avec un simple appel et des excuses, mais ce Mathieu n'existait plus. Le 2e jour, les messages ont de nouveau changé. Daniel avait essayé d'utiliser la carte au salon de beauté et avait été refusé devant ses amis. Elle a essayé de payer son loyer et a découvert que le virement automatique n'existait plus. Elle a essayé de regarder un film sur son compte de streaming et a constaté que tous ses mots de passe avaient été modifiés. Mathieu, s'il te plaît, parlons. Je sais que tu es en colère, mais c'est trop. Au moins, donne-moi le temps d'organiser mes finances. Tu ne peux pas me couper de tout comme ça sans prévenir. Sans prévenir. Ces mots m'ont presque fait rire. Elle m'avait quitté sans prévenir par SMS pendant que je travaillais. Mais c'était moi le méchant de l'histoire pour avoir repris le contrôle de mon propre argent. Le 3e jour fut plus intéressant. Daniel a contacté certains de mes amis pour avoir de mes nouvelles, essayant de jouer la victime. Mathieu est devenu fou et a bloqué toutes mes affaires, leur a-t-elle dit. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Il a juste changé du jour au lendemain. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que plusieurs de mes amis n'avaient jamais pu la supporter. Ils avaient vu dès le début ce que je refusais de voir. Frère, cette femme ne fait que t'utiliser, m'avait dit mon meilleur ami il y a des mois. Ouvre les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Mais je défendais la relation. Je défendais Daniel. Maintenant je comprenais que je ne défendais pas l'amour. Je défendais ma propre dénégation. Le 4e jour, le désespoir de Daniel devenait évident. Ses messages arrivaient à toutes les heures.
Mon amour, je sais que j'ai fait une erreur. S'il te plaît, donne-moi une chance de m'expliquer. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent. Il ne signifie rien pour moi. Maintenant, il s'avérait que l'autre homme ne signifiait rien. Comme c'était pratique de le découvrir juste au moment où ses finances s'effondraient. Le 5e jour, j'ai reçu un message de sa mère. C'était bas, même pour les standards de Daniel. Mathieu, c'est Madame Dubois. Daniel m'a raconté ce qui s'est passé entre vous. Je sais que les couples ont des problèmes, mais lui couper tout soutien est cruel. Elle a besoin de toi. S'il te plaît, reconsidère ton soutien. Comme si j'étais responsable de la soutenir simplement parce que j'avais été son petit ami. J'ai supprimé le message sans répondre. Le 6e jour, Daniel a complètement changé de stratégie. Les messages suppliants se sont transformés en tentatives de manipulation émotionnelle. Tu sais, je souffre de dépression. Je ne supporte pas ce stress. Tu me fais du mal exprès. Je pensais que tu m'aimais. Si quelque chose m'arrive, ce sera de ta faute. J'ai lu ces messages et je n'ai rien ressenti. Absolument rien. Il y a 3 ans, ces mots m'auraient fait courir à ses côtés immédiatement. Maintenant, je ne voyais que ce qu'ils étaient vraiment, des tentatives désespérées de reprendre le contrôle de mon portefeuille. Le 7e jour, le message que j'attendais est arrivé. Mathieu, s'il te plaît. J'ai besoin de te parler d'urgence. Je suis dans une horrible situation financière. Je n'ai aucun moyen de payer mon loyer. Mes cartes sont toutes plafonnées. Je ne peux même pas acheter de nourriture. S'il te plaît, donne-moi au moins la chance de te voir en personne et de tout expliquer. Je t'en supplie. Le voilà. La vérité nue. Je ne lui manquais pas. Notre relation ne lui manquait pas. Mon argent lui manquait. Et maintenant que son château de cartes financier s'était effondré, elle était prête à tout pour le reconstruire. Mais ce que Daniel ne savait toujours pas, ce qu'elle allait découvrir très bientôt, c'est que j'avais aussi des secrets. Des informations que j'avais rassemblées à son insu, et ces informations étaient sur le point de changer complètement la donne entre nous. Cette nuit-là, j'ai finalement décidé de vérifier quelque chose que j'évitais depuis des semaines. J'ai ouvert mon ordinateur portable et accédé au compte de la carte de crédit dont Daniel était une utilisatrice autorisée. Je ne voulais pas seulement voir les montants. Je voulais voir exactement où et ce qu'elle avait dépensé mon argent ces derniers mois. Ce que j'ai trouvé a dépassé même mes pires soupçons. Les dépenses s'étiraient sur des pages et des pages, des restaurants chers que nous n'avions jamais visités ensemble, des hôtels boutiques dans la ville où nous vivions. Pourquoi avait-elle besoin d'hôtels si elle avait un appartement? Des bars et des boîtes de nuit dont elle ne m'avait jamais parlé, des magasins de vêtements pour hommes. Ce dernier détail m'a fait m'arrêter. J'ai zoomé sur les relevés des magasins de vêtements pour hommes, chemises de créateurs, chaussures italiennes, montres. L'une des dépenses s'élevait à 12 000 pesos en un seul achat dans une boutique pour hommes haut de gamme. La date, il y a 2 mois, le jour exact où elle m'avait dit qu'elle serait en séance photo toute la journée. J'ai senti ma mâchoire se serrer. Ce n'était pas seulement qu'elle m'avait été infidèle, ce qui était déjà évident. C'était qu'elle utilisait mon argent pour acheter des cadeaux à son amant. Mon propre argent finançait ma propre trahison. J'ai continué à vérifier, cette fois-ci, en prêtant plus attention aux motifs. Chaque fois que Daniel disait qu'elle avait des réunions avec des marques ou des séances photos, des dépenses dans des restaurants romantiques apparaissaient. Chaque fois qu'elle dormait chez une amie, il y avait des dépenses dans des hôtels. L'infidélité elle-même était déjà douloureuse. Mais il y avait quelque chose de particulièrement humiliant à savoir que j'avais payé chaque dîner romantique, chaque nuit d'hôtel, chaque cadeau qu'elle faisait à quelqu'un d'autre tout en me trompant avec des promesses sur notre avenir ensemble. Mon téléphone a vibré avec un autre message de Daniel. Mathieu, je sais que tu lis ces messages. S'il te plaît, donne-moi juste 5 minutes pour m'expliquer. J'ai fait une terrible erreur. Il m'a manipulé. Il m'a fait croire des choses qui n'étaient pas vraies. Mais tu es le seul dont je me soucie vraiment. S'il te plaît. Manipulé. Bien sûr, l'éternelle victime. Elle n'était jamais responsable de ses propres décisions. J'ai fait des captures d'écran des relevés les plus révélateurs. Les dépenses dans les magasins de vêtements pour hommes, les hôtels, les restaurants romantiques. Je les ai méticuleusement enregistrés dans un dossier sur mon ordinateur. Je ne savais pas si j'en aurais besoin,
mais j'avais appris en affaires que l'information était toujours le pouvoir. Le lendemain, alors que je travaillais de chez moi, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Je ne réponds généralement pas aux appels de numéros que je ne reconnais pas, mais quelque chose m'a poussé à répondre cette fois-ci. Mathieu Fournier, a demandé une voix masculine que je ne reconnaissais pas. Oui, qui est-ce? Écoutez, je ne vous connais pas, mais je sens que je dois vous dire quelque chose. Je suis Rodrigue. Je pense que votre petite amie, ou ex-petite amie, je ne sais pas, voyez aussi ma petite amie. Le silence s'est étiré pendant plusieurs secondes alors que je traitais ce que je venais d'entendre. Excusez-moi. Je sais que ça semble fou, a continué Rodrigue, la voix pleine de frustration. J'ai trouvé des messages entre ma petite amie, Gabrielle, et quelqu'un nommé Daniel. Au début, je pensais qu'elles étaient juste amies, mais les messages étaient trop intimes. J'ai confronté Gabrielle, et elle a fini par admettre qu'elles sortaient ensemble. Elle m'a donné votre nom parce qu'apparemment Daniel lui avait dit que vous aviez rompu il y a des mois. Nous avons rompu il y a 8 jours, ai-je dit d'une voix neutre. Par texto. Rodrigue a expiré. Gabrielle m'a dit qu'elles étaient ensemble depuis 3 mois. Daniel lui a dit que vous étiez juste un ami qui l'aidait financièrement pendant qu'elle établissait sa carrière, qu'il n'y avait rien de romantique entre vous. La rage que j'avais retenue pendant des jours a finalement commencé à bouillir dans ma poitrine. Non seulement elle m'avait trompé, non seulement elle avait utilisé mon argent pour financer son infidélité, mais elle avait complètement réécrit notre relation pour son amant. J'étais réduit à un simple ami qui l'aidait financièrement. Comment avez-vous eu mon numéro, ai-je demandé. Gabrielle me l'a donné. Elle est brisée, elle aussi. Je pense que nous avons tous les deux été trompés par la même personne. Je pensais que vous méritiez de savoir. Après avoir raccroché avec Rodrigue, j'ai fixé le mur de mon bureau à domicile pendant de longues minutes. L'image que j'avais de Daniel, déjà endommagée, s'était complètement brisée. Elle n'était pas simplement une petite amie qui avait trouvé quelqu'un d'autre et avait mis fin à la relation. C'était une manipulatrice calculatrice qui avait mené une double vie pendant des mois, utilisant mon argent pour financer cette vie et mentant à toutes les personnes impliquées. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était un message d'un numéro que je ne reconnaissais pas, mais il y avait une photo de profil. C'était Gabrielle, j'ai supposé. Mathieu, c'est Gabrielle. Rodrigue m'a dit qu'il vous a parlé. Je suis tellement désolé pour ce qui s'est passé. Daniel m'a complètement menti sur votre relation. Si cela peut vous aider, quand elle a découvert que j'avais tout découvert, elle m'a immédiatement bloqué. Je pense qu'elle est désespérée parce que son monde s'écroule. Soyez prudent. Soyez prudent. Ces mots ont résonné dans mon esprit. De quoi devais-je me méfier? Que pouvait faire d'autre Daniel dans son désespoir? La réponse est venue cette même nuit. Il était 23 heures lorsque j'ai entendu la sonnette de mon appartement. J'ai regardé par le Judas et elle était là. Daniel avait l'air complètement différente de la femme soignée, parfaitement maquillée que je connaissais. Ses cheveux étaient en désordre. Elle portait des vêtements de sport froissés, son visage était gonflé de pleurs récents. Je n'ai pas ouvert la porte. Mathieu, je sais que tu es là, a dit sa voix de l'autre côté. J'ai vu les lumières allumées. S'il te plaît, laisse-moi juste m'expliquer. Juste 5 minutes. Je suis resté silencieux, la regardant par le Judas. Mathieu, s'il te plaît. Je suis désespéré. Je n'ai nulle part où aller. Mon propriétaire m'a donné un ultimatum. Si je ne paie pas le loyer demain, il va m'expulser. Je n'ai pas d'argent pour la nourriture. Ma carte a été refusée au supermarché aujourd'hui. S'il te plaît, j'ai juste besoin que tu m'aides à m'organiser, et je jure que je te rembourserai pour tout. J'ai continué à ne pas répondre. Je l'ai regardé attendre, son expression passant de suppliante à frustrée. Mathieu, ne sois pas enfantin. Ouvre la porte. Nous devons parler comme des adultes. Enfantin? Elle m'a traité d'enfantin parce que je n'ouvrais pas ma porte à la femme qui m'avait trahi, menti et utilisé comme un distributeur automatique pendant des mois. Mathieu, sérieusement, c'est ridicule. Nous avons été ensemble pendant 3 ans. Tu me dois au moins une conversation. Ouvre la porte. Sa voix était devenue plus forte. Les voisins pouvaient probablement l'entendre.
J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer ce qu'elle disait, juste au cas où. Tu sais quoi? Tu es un lâche, a continué Daniel, son ton maintenant complètement venimeux. Un sacré lâche qui ne peut pas faire face à son ex face à face. Tu es tellement peu sûr de toi que tu dois te cacher derrière une porte. Pathétique. J'ai attendu. Je savais que d'autres choses allaient venir. Tu penses qu'en me coupant l'argent, tu vas me faire du mal? Tu penses que j'ai besoin de toi? J'ai d'autres options, Mathieu. Je les ai toujours eues. Tu n'étais juste que pratique. Un distributeur automatique avec des sentiments. Et tu n'étais même pas bon au lit. Là était la vraie Danielle. Pas de masque, pas de douce manipulation, pas de faux semblants, juste du pur venin. Elle a continué à m'insulter pendant plusieurs minutes. Chaque mot confirmait que j'avais pris la bonne décision. Finalement, j'ai entendu ses pas s'éloigner dans le couloir. J'ai vérifié l'enregistrement. Clair, parfait, incriminant. Je l'ai sauvegardé avec les captures d'écran des relevés bancaires. Le lendemain matin, en prenant mon café, j'ai reçu un message de ma sœur Patricia. Mathieu, qu'est-ce qui se passe? Daniel m'a écrit en disant que vous aviez eu une terrible dispute et que tu l'avais laissée dans la rue sans rien. Elle dit qu'elle est désespérée et qu'elle a besoin d'aide. C'est vrai? Alors maintenant elle contactait ma famille, essayant de les manipuler pour qu'ils me fassent pression. C'était prévisible, mais toujours agaçant. J'ai répondu à Patricia par un simple message, ce n'est pas ton problème, ma sœur. Ne t'en mêle pas, s'il te plaît. Je t'expliquerai tout en temps voulu. Mais Daniel ne s'est pas arrêté là. Au cours des jours suivants, elle a contacté plusieurs de mes amis et de ma famille avec des histoires élaborées sur la façon dont j'avais été abusif, contrôlant et l'avait laissé sans ressources du jour au lendemain sans raison apparente. Selon sa version, elle avait été la petite amie dévouée, et j'étais le monstre irrationnel. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais déjà parlé à mes amis les plus proches. Je leur avais expliqué la vraie situation, leur avais montré des preuves des dépenses excessives, des mensonges, de l'infidélité. Ils connaissaient la vérité. Donc, quand Daniel les a contactés avec ces histoires de victimes, ils ne l'ont tout simplement pas cru. Cette femme est folle, m'a dit mon ami Charles après que Daniel l'ait appelé en pleurant. Elle a essayé de me convaincre de lui prêter de l'argent parce que tu l'avais laissé sans rien. Quand je lui ai dit que je connaissais déjà la vérité, elle est devenue hystérique et m'a raccroché au nez. Le 10e jour après son message de rupture, Daniel a fait son mouvement le plus désespéré. Elle est venue à mon bureau. Mon assistante m'a appelé à l'interphone. Monsieur Fournier, il y a une femme à la réception qui insiste pour vous voir. Elle dit que c'est urgent. Son nom est Daniel Dubois. Dites à la sécurité de l'escorter hors du bâtiment, ai-je répondu calmement. Et ne la laissez plus entrer. Compris, monsieur. 10 minutes plus tard, mon téléphone a explosé de messages furieux. Tu m'as fait virer de ton bureau comme une criminelle. Tu m'as humilié devant tout le monde. Qui penses-tu être? Tu ne sais pas à qui tu as affaire, Mathieu. Cette dernière phrase m'a fait sourire malgré tout. Elle ne savait pas à qui elle avait affaire. Cette nuit-là, en dînant seul dans mon appartement, j'ai reçu un message d'un nouveau numéro. Le message incluait une photo. C'était moi quittant mon bureau. La photo était prise de loin, mais c'était clairement moi. Le message disait, nous pouvons faire ça de la manière facile ou de la manière difficile. C'est toi qui décides. Maintenant, j'étais menacé. Daniel me suivait et prenait des photos. Cela avait atteint un niveau complètement différent. J'ai immédiatement fait une capture d'écran du message et de la photo. Puis j'ai bloqué le numéro, mais je savais que ce n'était pas fini. Daniel était désespéré, et les gens désespérés faisaient des choses imprévisibles. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais également recueilli des informations, et j'avais un plan. Un plan qui mettrait fin à tout cela une fois pour toutes. Le lendemain, j'ai engagé un avocat spécialisé dans le harcèlement et les menaces. Je lui ai montré tous les messages, les enregistrements audio, les captures d'écran des dépenses frauduleuses avec ma carte, et la photo menaçante que j'avais reçue la nuit précédente. Vous avez un dossier solide, m'a dit Maître Dubois, l'avocat, après avoir examiné tout le matériel, surtout étant donné qu'elle était une utilisatrice autorisée de votre carte.
Mais qu'elle l'a utilisé pour des dépenses personnelles sans rapport avec les besoins de base et encore moins pour acheter des choses pour quelqu'un d'autre. Techniquement, nous pourrions arguer d'une utilisation abusive de la carte. Je ne veux pas lui causer d'ennuis judiciaires, je l'admets. Je veux juste qu'elle me laisse tranquille. Alors je suggère de préparer une lettre de mise en demeure. Nous précisons que tout contact, harcèlement, diffamation ou menace supplémentaire entraînera une action en justice immédiate. Les gens comme elle reculent généralement lorsqu'ils réalisent que les choses peuvent devenir sérieuses. J'ai accepté. Maître Dubois a préparé la lettre le jour même. Elle était formelle, directe et légèrement intimidante sans être agressive. Elle stipulait en gros que tout contact entre Daniel et moi devait cesser immédiatement, que toute diffamation supplémentaire serait poursuivie en justice et qu'il lui était interdit d'approcher mon domicile ou mon lieu de travail. La lettre a été envoyée par courrier recommandé à son appartement. Elle est arrivée 2 jours plus tard. La réaction a été immédiate et prévisible. Mon téléphone a explosé d'appels de numéros inconnus. Je n'ai répondu à aucun. Puis sont venus les messages textes de différents numéros. Sérieusement, tu m'as envoyé une lettre d'avocat. C'est trop, Mathieu. Tu vas trop loin. Je veux juste te parler. J'ai ignoré chaque message. J'avais clairement établi mes limites. C'était à elle de les respecter ou d'en subir les conséquences. Pendant une semaine, il y a eu le silence. J'ai pensé qu'elle avait enfin compris le message, mais je me suis trompé. Le problème avec les gens habitués à manipuler et à obtenir ce qu'ils veulent, c'est qu'ils n'abandonnent pas facilement, surtout lorsqu'ils sont désespérés. Un après-midi, alors que je travaillais de chez moi, ma sœur Patricia m'a appelé. Sa voix semblait tendue. Mathieu, je dois te dire quelque chose. Daniel m'a contacté de nouveau, mais cette fois, c'était différent. Qu'a-t-elle fait maintenant, ai-je demandé avec résignation. Elle m'a envoyé des captures d'écran de conversations soi-disant entre vous. Des messages où tu lui dis des choses horribles, tu l'insultes, tu la menaces. Mathieu, ces messages sont-ils réels? J'ai senti mon sang se glacer. Patricia, je ne lui ai jamais rien envoyé de tel. La seule chose que j'ai répondu quand elle a rompu avec moi était « comme tu veux ». Depuis, je n'ai pas eu de contact direct avec elle. C'est ce que je pensais, a soupiré ma sœur, parce que les messages ne te ressemblaient pas du tout, mais ils ont l'air très réels. Les captures d'écran semblent légitimes. Elles sont fausses, ai-je dit avec certitude, il existe des applications qui peuvent générer de fausses conversations WhatsApp. Daniel essaie de me faire passer pour le méchant de cette histoire. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais appeler mon avocat. C'est déjà de la diffamation directe. Après avoir raccroché avec Patricia, j'ai immédiatement contacté Maître Dubois. Je lui ai expliqué la situation concernant les fausses captures d'écran. C'est grave, a-t-il dit après m'avoir écouté. Falsifier des conversations pour nuire à votre réputation est de la diffamation et pourrait être considéré comme une fraude. Avez-vous un moyen de prouver que ces messages sont faux? Je peux montrer l'historique de ma vraie conversation avec elle. Le dernier message que je lui ai envoyé était il y a plus de 2 semaines, le jour où elle m'a quitté. Parfait. J'ai besoin que vous m'envoyiez des captures d'écran de toute votre vraie conversation avec elle, montrant les dates. J'ai aussi besoin que votre sœur me transfère les fausses captures d'écran que Daniel lui a envoyées. Nous allons préparer une réponse juridique sérieuse. Cette nuit-là, alors que je rassemblais toutes les preuves dont l'avocat avait besoin, mon téléphone a sonné. C'était Rodrigue, le petit ami de Gabriel, l'autre homme avec qui Daniel me trompait. Mathieu, je dois vous prévenir de quelque chose, a-t-il dit sans préambule. Daniel a recontacté Gabriel. Elle lui a dit que vous la harceliez, que vous lui aviez volé de l'argent, que vous la menaciez. Gabriel ne l'a pas cru, évidemment. Mais Daniel lui a dit autre chose. Elle a dit qu'elle allait vous faire payer pour avoir ruiné sa vie. Ruiné sa vie. C'est elle qui m'a quitté. C'est elle qui m'a trompé avec sa petite amie. C'est elle qui a utilisé mon argent pour financer son infidélité. Je sais, mon frère. Je voulais juste que vous sachiez qu'elle dit ces choses. Gabriel pense que Daniel pourrait prévoir quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais soyez prudent. Après cet appel, j'ai décidé de prendre des précautions supplémentaires. J'ai mis à jour les mots de passe de tous mes comptes en ligne, y compris la banque, les emails, les réseaux sociaux.
J'ai parlé au concierge de mon immeuble et je lui ai montré une photo de Daniel, lui demandant de ne la laisser monter sous aucune circonstance. J'ai installé une caméra de sécurité sur la porte de mon appartement. Cela semblait des mesures extrêmes, mais après tout ce qui s'était passé, je ne voulais prendre aucun risque. 3 jours plus tard, la prochaine attaque est arrivée. Cette fois, elle était plus élaborée et potentiellement plus dommageable. Mon patron m'a appelé dans son bureau. Son expression était sérieuse, presque agacée. « Mathieu, je dois vous demander quelque chose, et j'ai besoin que vous soyez complètement honnête avec moi », a-t-il commencé en me faisant signe de fermer la porte. « Avez-vous eu des problèmes personnels avec votre ex-petite amie ?» Mon estomac s'est serré. « Oui, monsieur. Nous avons rompu il y a quelques semaines, et elle ne le gère pas bien. » « Pourquoi demandez-vous ? » « Parce que j'ai reçu un email anonyme ce matin. Quelqu'un affirmant que vous harceliez votre ex, lui voliez de l'argent, étiez violent avec elle. L'email incluait des captures d'écran de conversations qui sont soi-disant les vôtres. Monsieur, ces conversations sont fausses. Mon ex essaie de nuire à ma réputation parce que j'ai mis fin à notre relation financière. J'ai tout documenté et j'ai un avocat qui gère le dossier. Je peux vous fournir toutes les preuves réelles. Mon patron a étudié mon visage pendant un long moment. Je travaillais pour lui depuis 5 ans. Il me connaissait. Je vous fais confiance, Mathieu. Vous avez été un employé exemplaire tout le temps que vous avez passé ici, mais j'ai besoin que vous gériez cette situation rapidement. Nous ne pouvons pas avoir ce genre de drame affectant l'entreprise. Je comprends parfaitement, monsieur. Mon avocat prend déjà des mesures légales. Cela sera résolu bientôt. Je suis parti de ce bureau tremblant de rage. Daniel n'essayait pas seulement de ruiner mes relations personnelles. Maintenant, elle essayait de saboter ma carrière professionnelle. Cela était allé trop loin. J'ai appelé Maître Dubois immédiatement et je lui ai parlé de l'email envoyé à mon patron. Parfait, a-t-il dit, et son ton m'a surpris. C'est exactement ce dont nous avions besoin. Excusez-moi. Elle vient de franchir une ligne légale très claire. Contacter votre employeur avec de fausses accusations et de la diffamation aggravée et pourrait être considéré comme une ingérence délictueuse dans les relations d'affaires. Maintenant, nous avons une base solide pour un procès si nécessaire. Mais d'abord, nous allons lui donner une dernière chance de faire marche arrière. Maître Dubois a préparé une deuxième lettre, cette fois beaucoup plus sérieuse. Elle détaillait spécifiquement chaque action illégale que Daniel avait commise, falsification de conversation, diffamation, harcèlement, menaces, ingérence dans mon emploi. La lettre stipulait clairement que si elle ne cessait pas tout contact et ne cessait pas de diffuser de fausses informations immédiatement, elle ferait face à un procès formel pour dommages et intérêts. La lettre a été envoyée de nouveau par courrier recommandé, mais cette fois aussi par email pour s'assurer qu'elle la reçoive immédiatement. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je me suis tourné et retourné dans mon lit en pensant à la façon dont j'en étais arrivé là. Il y a 3 semaines, ma plus grande préoccupation était d'atteindre mes objectifs de vente trimestrielle. Maintenant, j'étais confronté à des menaces, de la diffamation et d'éventuelles actions en justice. Mais j'ai aussi réalisé quelque chose d'important. Je ne me sentais pas faible. Je ne me sentais pas victime. Je me sentais responsabilisé. J'avais fixé des limites claires. J'avais repris le contrôle de mes finances. J'avais protégé ma réputation avec des preuves solides. Et j'avais répondu à chaque escalade par des mesures appropriées et légales. La version de moi qui avait été dans cette relation toxique, qui s'était laissé utiliser comme un distributeur automatique pendant des années, qui avait ignoré les signaux d'alarme par peur d'être seul. Cette version n'existait plus. Le lendemain, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai reçu un message texte d'un numéro inconnu. Mathieu, c'est Andrea, la meilleure amie de Daniel. Enfin, j'étais sa meilleure amie. J'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. On peut se rencontrer quelque part en public ? J'ai hésité. Cela pourrait être un piège. Une autre manipulation de Daniel. Mais ma curiosité l'a emporté. Café Central demain à 15 h, ai-je répondu. C'était un endroit public avec beaucoup de monde. Sûr. Je serai là, a répondu Andrea. Le lendemain, je suis arrivé au café 15 minutes en avance. J'ai choisi une table près de la fenêtre avec une bonne vue sur tout l'endroit.
Andrea est arrivée à l'heure, une femme d'environ 30 ans avec des cheveux courts et une expression sérieuse. Merci d'avoir accepté de me voir, a-t-elle dit en s'asseyant. Je sais que tu penses probablement que je fais partie d'un plan de Daniel, mais je jure que non. En fait, j'ai mis fin à mon amitié avec elle il y a 3 jours. Pourquoi? Andrea a soupiré profondément. Parce que j'ai enfin vu qui elle est vraiment. Daniel et moi sommes amis depuis l'université. Pendant des années, je l'ai vu utiliser des hommes. Il y avait toujours un petit ami qui payait ses affaires pendant qu'elle sortait avec d'autres. Je justifiais cela en pensant que c'était juste sa façon de faire, qu'elle cherchait une stabilité financière. Mais ce qu'elle t'a fait, c'était trop. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Au début, elle m'a dit que vous aviez rompu d'un commun accord parce que ça ne fonctionnait plus. Puis, quand tu lui as coupé l'argent, elle a commencé à inventer des histoires de plus en plus élaborées. D'abord, tu étais contrôlant, puis tu étais violent, puis tu lui avais volé de l'argent. Chaque version était pire que la précédente. Andrea a sorti son téléphone et m'a montré des captures d'écran de conversation avec Daniel. Ici, elle admet avoir falsifié les conversations qu'elle montre aux gens. Ici, elle planifie comment contacter ton patron pour te ruiner. Et ici, elle a marqué une pause, son expression devenant encore plus sérieuse. Ici, elle parle de créer un faux profil sur les réseaux sociaux, se faisant passer pour toi pour poster des choses qui te font passer pour un harceleur, ou pire. J'ai senti mon sang se glacer en lisant les messages. Daniel planifiait une campagne de destruction de réputation à grande échelle. Pourquoi me montres-tu ça, ai-je demandé. Parce que pendant des années, j'ai été complice de son comportement par loyauté mal comprise. Mais ce n'est plus juste de la manipulation ou profiter de la générosité de quelqu'un. C'est de la pure méchanceté, et je ne veux pas en faire partie. De plus, elle a fait une pause, je pense que tu dois te protéger. Daniel est obsédé par l'idée de te faire payer pour l'avoir humilié. Ses mots, pas les miens. J'ai pris des photos de toutes les captures d'écran qu'Andrea m'a montrées. C'était une preuve cruciale. Il y a autre chose que tu devrais savoir, a continué Andrea. Daniel n'est pas celle qu'elle prétend être sur les réseaux sociaux. Toutes ces collaborations de marques dont elle se vante sont en fait des produits qu'elle achète avec l'argent de son petit ami et qu'elle présente ensuite comme s'il s'agissait de parrainage. Ses abonnés sont majoritairement achetés. Toute sa vie est un mensonge construit sur l'argent des autres. Pourquoi me dis-tu tout ça maintenant? Parce que j'en ai marre de la regarder détruire quelqu'un d'autre. Parce que j'ai réalisé que si je ne fais rien, elle continuera à ruiner des vies. Et parce qu'honnêtement, je pense qu'il est temps qu'elle fasse face aux vraies conséquences de ses actes. Après le départ d'Andrea, je suis resté longtemps au café, à digérer toutes les informations. J'avais maintenant des preuves non seulement de ce que Daniel avait fait, mais aussi de ce qu'elle prévoyait de faire. Cette nuit-là, j'ai envoyé tout le nouveau matériel à Maître Dubois. Avec cela, nous pouvons engager des poursuites judiciaires si nécessaire, m'a-t-il dit après avoir tout examiné. Mais voici la question importante, Mathieu. Voulez-vous vraiment vous engager dans une longue bataille juridique avec cette femme? Parce qu'une fois que nous aurons engagé des actions formelles, cela peut devenir très laid et très public. J'ai réfléchi attentivement à sa question. Voulions-nous passer des mois, peut-être des années, en bataille juridique? Vouliez-vous que mon nom apparaisse dans des documents judiciaires pour que cette situation définisse cette période de ma vie? Non, ai-je finalement dit, mais je ne veux pas non plus qu'elle s'en tire complètement. Y a-t-il un juste milieu? Il y a une option, a répondu l'avocat. Nous pouvons organiser une réunion de médiation entre vous, en présence d'avocats. Lors de cette réunion, nous lui présenterons toutes les preuves que nous avons de ses actions illégales et lui donnerons un choix simple. Elle signe un accord de non-contact et de non-diffamation, où nous engageons une action en justice formelle. La plupart des gens, face à des preuves solides et à des conséquences réelles, choisissent la solution de facilité. Faisons-le, ai-je décidé. Ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que cette réunion serait le point final de tout cela, mais pas de la manière à laquelle aucun de nous ne s'attendait. La réunion a été prévue pour une semaine plus tard au bureau de Maître Dubois. Daniel a accepté d'y assister, pensant probablement que c'était sa chance de me manipuler en face à face. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'arriverais armé de preuves irréfutables de chacun de ses mensonges. Les jours précédant la réunion furent relativement calmes. Daniel n'a pas essayé de me contacter directement.
bien qu'Andrea m'ait informé qu'elle disait aux gens que j'avais finalement accepté de parler raisonnablement et qu'elle était sûre de pouvoir me faire comprendre sa position. Sa confiance était presque admirable dans sa naïveté. Le matin de la réunion, je me suis levé tôt, je me suis douché, j'ai enfilé un costume de ville, le même genre de tenue que je portais pour les présentations importantes au travail. Je voulais projeter professionnalisme, contrôle, sérieux. Ce n'était pas une réunion émotionnelle entre ex. C'était une négociation commerciale. Je suis arrivé au bureau de Maître Dubois 30 minutes avant l'heure prévue. Nous avons revu la stratégie une dernière fois. Laissez-moi mener la conversation, m'a-t-il instruit. Vous ne parlez que lorsque je vous le dis. Ne vous laissez pas provoquer émotionnellement quoi qu'elle dise. Maintenez votre calme et votre contrôle à tout moment. J'ai hoché la tête, ressentant un étrange mélange de nervosité et de détermination. Daniel est arrivé exactement à l'heure, accompagné d'un homme qu'elle a présenté comme son avocat, Maître Lefebvre. J'ai été surpris qu'elle ait engagé une représentation légale. Cela signifiait qu'elle prenait au moins cela suffisamment au sérieux. Lorsque nos regards se sont croisés pour la première fois en près de 3 semaines, j'ai cherché une émotion en moi. Douleur, colère, nostalgie. Ce que j'ai trouvé était une indifférence absolue. La femme assise en face de moi était une étrangère qui partageait une histoire avec moi. Daniel, en revanche, semblait avoir soigneusement préparé son apparence. Elle était vêtue de manière conservatrice avec peu de maquillage, ses cheveux tirés en arrière simplement, essayant probablement de ressembler à une victime vulnérable, mais ses yeux m'étudiaient avec calcul, cherchant une faiblesse, évaluant la situation. Maître Dubois a commencé la réunion avec une formalité professionnelle. Bonjour. Merci à vous deux d'être présents. Le but de cette réunion est de résoudre le conflit actuel entre Monsieur Fournier et Mademoiselle Dubois de manière civilisée et légalement appropriée, en évitant des procédures judiciaires qui seraient coûteuses et publiques pour les deux parties. L'avocat de Daniel, Maître Lefebvre, s'est éclairci la gorge. Ma cliente est ici de bonne foi, espérant que vous pourrez parvenir à un accord raisonnable. Excellent, a poursuivi Maître Dubois. Alors, commençons par établir les faits tels que mon client les a documentés. Il a ouvert un dossier et a commencé à sortir des documents organisés avec des onglets colorés. Premièrement, nous avons les relevés de cartes de crédit dont Mademoiselle Dubois était une utilisatrice autorisée. Il a placé les feuilles sur la table où tout le monde pouvait les voir. Comme vous pouvez le constater, au cours des 8 derniers mois, Mademoiselle Dubois a accumulé des dépenses totalisant 342 000 pesos. Ces dépenses comprennent, sans illimité, des vêtements pour hommes d'une valeur de 37 000 pesos, plusieurs séjours dans des hôtels de la ville où vous résidez tous les deux pour un total de 54 000 pesos, et des dîners dans des restaurants romantiques pour environ 89 000 pesos. J'ai vu le visage de Daniel pâlir alors que Maître Dubois énumérait chaque catégorie de dépenses. Son avocat fronça les sourcils, regardant les documents. Deuxièmement, a poursuivi Maître Dubois sans relâche. Nous avons des virements bancaires directs de Monsieur Fournier à Mademoiselle Dubois pour le loyer, les charges, les abonnements et diverses dépenses totalisant 123 000 pesos au cours de la même période. Daniel a finalement parlé, sa voix tremblante mais essayant de paraître raisonnable. Mathieu, tu sais que ces dépenses étaient pour notre relation, pour notre avenir ensemble. Maître Dubois a levé la main. Mademoiselle Dubois, veuillez adresser vos commentaires à votre représentant légal. Et pour répondre à votre argument, nous avons des preuves qui suggèrent le contraire. Il a sorti une autre série de documents. Ce sont des registres de messages entre Mademoiselle Dubois et une tierce personne, Gabriel Moreau, documentant une relation amoureuse parallèle qui a duré environ 3 mois. Date de début, 6 mois avant que Mademoiselle Dubois ne mette fin à sa relation avec mon client. L'avocat Lefebvre a regardé Daniel avec surprise. Clairement, elle ne lui avait pas raconté cette partie de l'histoire. De plus, a ajouté Maître Dubois, nous avons des témoignages de plusieurs personnes, dont Mademoiselle Moreau et son petit ami à l'époque, Rodrigue Dupont, confirmant la chronologie de cette relation. C'est hors de propos, a interrompu Maître Lefebvre, bien que sa voix manquât de conviction. Les affaires de cœur n'ont rien à voir avec les finances. Je serais d'accord, a répondu Maître Dubois en douceur. Sauf que plusieurs des dépenses sur la carte de Monsieur Fournier correspondent directement à des dates et des lieux où Mademoiselle Dubois rencontrait son autre partenaire. Essentiellement, mon client finançait involontairement l'infidélité commise à son égard. Daniel a ouvert la bouche pour parler, mais son avocat lui a posé une main sur le bras,
la faisant taire. Maintenant, nous en venons aux événements survenus après la rupture, a poursuivi Maître Dubois, son ton devenant plus sérieux. Après que Mademoiselle Dubois ait mis fin à la relation par SMS, Monsieur Fournier a exercé son droit légal d'annuler son autorisation sur sa carte de crédit et de suspendre les virements volontaires. Ceci est tout à fait légal et approprié. Cependant, Maître Dubois a marqué une pause pour un effet dramatique. La réponse de Mademoiselle Dubois à ses actions légales constitue de multiples violations de la loi. Il a commencé à placer d'autres documents sur la table un par un comme des cartes dans un jeu où il avait la main gagnante. Harcèlement, 23 appels téléphoniques en une seule journée, plusieurs visites non sollicitées au domicile de mon client, une visite à son lieu de travail après qu'il lui ait été explicitement demandé de ne pas le faire. Menaces, message texte avec une photo prise sans consentement, accompagné d'un message menaçant qui dit, et je cite, « Nous pouvons faire ça de la manière facile ou de la manière difficile. C'est toi qui décides. » Diffamation, création et distribution de captures d'écran falsifiées de conversations destinées à faire paraître mon client abusif, violent et harceleur. Ces fausses captures d'écran ont été envoyées à la famille, aux amis et, le plus sérieusement, à l'employeur de mon client dans le but de nuire à sa réputation professionnelle. À chaque point, j'ai vu Daniel s'enfoncer davantage dans sa chaise. Son avocat avait cessé d'essayer d'interrompre et écoutait simplement avec une expression de plus en plus sombre. Et enfin, Maître Dubois a placé la dernière série de documents sur la table. Nous avons des captures d'écran fournies par une tierce partie, Andrea, une ancienne amie de Mademoiselle Dubois, où elle admet explicitement avoir falsifié les conversations et discute de plans pour créer de faux profils sur les réseaux sociaux, se faisant passer pour mon client. Le silence dans la pièce était absolu. L'avocat Lefebvre a pris les documents et les a examinés attentivement. Son expression est devenue de plus en plus grave à chaque page. Finalement, il a parlé, s'adressant à Daniel à voix basse. « Tout cela est-il vrai ?» Daniel n'a pas répondu. Ses yeux s'étaient remplis de larmes, mais elles ne m'affectaient plus. J'avais vu ces larmes trop de fois. Je savais exactement quand elles étaient réelles et quand elles étaient un outil de manipulation. Maître Lefebvre s'est tourné vers Maître Dubois. « Que veut votre client ?»« Mon client veut la paix, » a répondu Maître Dubois simplement. Il veut que cette situation prenne fin afin que les deux parties puissent poursuivre leur vie sans plus de drame, de harcèlement ou de diffamation. Je propose ce qui suit, a-t-il poursuivi, sortant un document préparé auparavant. Mademoiselle Dubois signe un accord légal de non-contact et de non-diffamation. Cet accord stipule que, 1. Elle ne tentera pas de contacter Monsieur Fournier directement ou indirectement. 2. Elle cessera immédiatement toute diffamation, y compris en supprimant toute publication sur les réseaux sociaux et en rétractant publiquement les fausses accusations faites à l'employeur de Monsieur Fournier. 3. Elle ne créera ni ne distribuera plus de faux contenus liés à Monsieur Fournier. Et 4. Elle maintiendra une distance minimale de 100 mètres du domicile et du lieu de travail de Monsieur Fournier. Et si ma cliente accepte ces conditions, a demandé Maître Lefebvre. Si votre cliente accepte et respecte ces conditions, mon client n'engagera pas de poursuite pénale pour harcèlement, menaces et diffamation. Il ne demandera pas de compensation monétaire pour les dépenses documentées pendant la relation et considérera cette affaire comme complètement close. Maître Lefebvre a regardé Daniel. J'ai besoin de parler à ma cliente en privé. Maître Dubois et moi avons quitté la salle de conférence et avons attendu dans son bureau privé. Penses-tu qu'elle va accepter, ai-je demandé. Elle n'a pas beaucoup d'options, a répondu Maître Dubois. Les preuves sont accablantes. Si cela va en procès, elle perdrait non seulement, mais ferait également face à d'éventuelles accusations criminelles et devrait certainement payer des dommages et intérêts substantiels. C'est la meilleure issue qu'elle puisse espérer. Nous avons attendu 20 minutes avant qu'il ne nous rappelle dans la salle de conférence. Daniel semblait anéanti. Ses yeux étaient rouges et gonflés par les pleurs. Son maquillage ruiné, mais le plus notable était son langage corporel, complètement effondré, vaincu. Maître Lefebvre a parlé. Ma cliente est prête à signer l'accord sous quelques conditions. Nous écoutons, a dit Maître Dubois. Premièrement, que Monsieur Fournier signe également un accord réciproque de non-diffamation. Deuxièmement, que cette réunion et tout ce qui a été discuté ici reste confidentiel. Troisièmement, que les deux parties conviennent qu'il n'y a aucune admission de culpabilité de part et d'autre. Maître Dubois m'a regardé. J'ai hoché la tête subtilement. Acceptable, a dit Maître Dubois. Je vais modifier l'accord pour inclure ces termes.
Pendant que Maître Dubois travaillait sur son ordinateur portable, mettant à jour le document, personne n'a parlé. Daniel fixait la table, évitant mon regard. J'ai regardé par la fenêtre, sentant des années de poids se lever de mes épaules. 20 minutes plus tard, le document mis à jour était imprimé. Maître Dubois l'a relu une dernière fois avant de le placer au centre de la table avec 2 copies. Si les 2 parties acceptent les termes tels qu'ils sont écrits, nous pouvons procéder aux signatures. Maître Lefebvre a examiné le document attentivement avec Daniel, lui expliquant chaque clause à voix basse. Finalement, elle a hoché la tête. Nous avons signé d'abord Daniel, puis moi. Maître Lefebvre et Maître Dubois ont signé en tant que témoins. Nous avons chacun reçu une copie de l'accord signé. Ceci conclut formellement cette affaire, a annoncé Maître Dubois. Mademoiselle Dubois, je vous rappelle qu'une violation de l'un des termes de cet accord entraînera une action en justice immédiate sans avertissement préalable. Comprenez-vous? Oui, a murmuré Daniel, sa voix à peine audible. Maître Lefebvre et Daniel se sont levés pour partir. À la porte, Daniel s'est arrêté et s'est tourné vers moi. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle essaierait de dire quelque chose. Peut-être une dernière manipulation ou une dernière excuse, mais elle m'a juste regardé pendant plusieurs secondes avec une expression que je ne pouvais déchiffrer. Puis elle s'est retournée et est partie. Après leur départ, je me suis effondré sur la chaise, me sentant simultanément épuisé et soulagé. Vous avez bien géré, a dit Maître Dubois. Vous avez gardé votre sang-froid parfaitement. C'est important dans ces situations. Pensez-vous qu'elle respectera l'accord, ai-je demandé honnêtement. Probablement. Les gens comme elle sont des lâches au fond. Ils n'agissent en toute impunité que lorsqu'ils pensent qu'il n'y aura pas de conséquences. Maintenant, elle sait qu'il y en a et que vous les documenterez et les ferez appliquer. C'est un moyen de dissuasion suffisant pour la plupart. J'ai quitté ce bureau en ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines, la paix. Ce n'était pas exactement le bonheur, il y avait encore un traitement émotionnel à faire, mais c'était le début de la fermeture. Ce que je ne savais pas, c'est que la vraie fermeture viendrait d'une source complètement inattendue et que l'histoire de Daniel avait encore un dernier chapitre à écrire. Les 2 premières semaines après la signature de l'accord furent étrangement calmes. Daniel a respecté les termes à la lettre. Je n'ai reçu aucun appel, message ou visite inattendue. J'ai vérifié ses réseaux sociaux une seule fois et j'ai remarqué qu'elle avait supprimé plusieurs publications, probablement celles où elle avait fait allusion à des choses négatives à mon sujet. Lentement, j'ai commencé à reprendre ma routine normale. Les nuits où je vérifiais obsessivement mon téléphone pour des messages menaçants, je les passais maintenant en paix à lire ou à regarder des séries que j'avais laissées en suspens pendant des mois. Mes performances au travail se sont améliorées de manière notable. Mon patron a même commenté que je semblais plus concentré et présent ces derniers temps. Mais le vrai tournant est arrivé 3 semaines après l'accord, d'une manière que je n'aurais jamais anticipée. C'était un vendredi après-midi et j'avais arrangé de rencontrer Charles et d'autres amis pour dîner. Je suis arrivé au restaurant et j'ai trouvé Charles déjà assis à notre table habituelle, mais il n'était pas seul. Il y avait une femme avec lui que je n'ai pas immédiatement reconnue. « Mathieu, permets-moi de te présenter Lucie », a dit Charles avec un sourire étrange. « Lucie, voici Mathieu, l'ami dont je t'ai parlé. » Lucie était une femme de mon âge, avec des cheveux bruns mi-longs et un sourire aimable. Nous nous sommes serrés la main et je me suis assis, me demandant si Charles essayait de me faire une rencontre surprise. Lucie travaille dans le marketing digital, a expliqué Charles. Et quand je lui ai parlé de ta situation récente, il s'est avéré qu'elle avait quelque chose d'intéressant à partager sur Daniel. Ah oui, ai-je demandé, mon intérêt piqué. Lucie a hoché la tête, son expression devenant sérieuse. Je travaille pour une agence de marketing qui gère des campagnes d'influenceurs. Il y a environ 1 an, Daniel Dubois nous a contactés pour obtenir une représentation. Elle a dit qu'elle construisait sa marque personnelle sur les réseaux sociaux et qu'elle voulait obtenir de vrais parrainages avec de grandes marques. Elle a pris une gorgée d'eau avant de continuer. Nous avons examiné son profil comme nous le faisons avec tous les clients potentiels et nous avons trouvé plusieurs énormes irrégularités. Ses abonnés étaient pour la plupart de faux comptes achetés. Son engagement était artificiellement gonflé. Les photos de produits qu'elle publiait, comme s'il s'agissait de collaborations rémunérées, étaient en fait des produits qu'elle achetait elle-même et taguait les marques sans qu'elle le sache. Vous lui avez dit tout ça, ai-je demandé.
Nous lui avons expliqué que nous ne pouvions pas la représenter car son profil ne répondait pas aux normes d'authenticité que nous exigeons. Nous lui avons suggéré de reconstruire sa présence sur les réseaux sociaux honnêtement. Elle est devenue furieuse, a menacé de ruiner notre réputation et est partie en claquant la porte. Mais voici la partie intéressante, a poursuivi Lucie. Après que Charles m'ait raconté ton histoire et mentionné le nom de Daniel, j'ai vérifié nos dossiers. Nous gardons des notes détaillées de toutes les demandes. Sur ses formulaires de candidature, Daniel avait indiqué son gestionnaire financier et partenaire commercial. Elle a marqué une pause dramatique. Le nom qu'elle a mis était Mathieu Fournier. Mon nom? Et elle a indiqué tes coordonnées professionnelles. J'ai senti ma mâchoire tomber. Quoi? Elle t'utilisait non seulement pour financer sa vie, mais aussi comme fausse référence pour sa prétendue carrière d'influenceuse. En gros, elle te présentait comme son représentant professionnel ou son investisseur pour donner de la légitimité à ses mensonges. Charles a ajouté, cela signifie qu'il y avait potentiellement plus d'entreprises et d'agences où elle utilisait ton nom. Elle ne faisait pas seulement dépenser ton argent. Elle utilisait ton identité professionnelle comme un outil. La révélation m'a laissé stupéfait. Je pensais avoir déjà découvert toutes les couches de la manipulation de Daniel, mais c'était quelque chose de complètement nouveau. Avez-vous des documents à ce sujet? Ai-je demandé à Lucie. J'ai des copies de sa candidature complète avec vos informations. Nous les conservons pendant 2 ans selon la politique de l'entreprise. Pourriez-vous me les envoyer? Bien sûr. En fait, j'ai pensé que vous devriez le savoir au cas où vous auriez besoin de protéger votre nom professionnellement. Cette nuit-là, en rentrant chez moi avec les documents que Lucie m'avait envoyés par email, j'ai réalisé quelque chose d'important. Je ne ressentais plus de colère envers Daniel. Ce que je ressentais était quelque chose de plus proche de la pitié. Elle avait construit toute une vie basée sur des mensonges, la manipulation et l'exploitation des autres. Et maintenant que tout s'était effondré, que lui restait-il? 2 jours plus tard, j'ai eu une réponse partielle à cette question, provenant de la source la plus inattendue. Andrea, l'ancienne meilleure amie de Daniel, m'a envoyé un SMS. Mathieu, je sais que tu ne veux probablement plus rien entendre de Daniel, et je comprends parfaitement, mais je pensais que tu aimerais savoir qu'elle a déménagé. Elle a quitté la ville il y a 3 jours. Son propriétaire l'a expulsée pour ne pas avoir payé le loyer pendant 2 mois. J'ai entendu dire qu'elle était allée vivre avec sa mère à Guadalajara. Guadalajara, à plus de 500 km. La distance physique correspondait enfin à la distance émotionnelle. Andrea a continué, je voulais aussi m'excuser encore d'avoir été complice de son comportement si longtemps. Voir comment tout s'est déroulé m'a beaucoup fait réfléchir à mes propres choix et au genre de personne que je veux être. Merci d'avoir géré tout ça avec tant de classe. Tu aurais pu la détruire complètement, mais tu as choisi la voie légale et appropriée. Cela en dit long sur ton caractère. J'ai répondu, merci de me l'avoir dit, Andrea, et merci d'avoir eu le courage de faire ce qui est juste à la fin. Cela en dit aussi long sur ton caractère. Avec cette nouvelle, j'ai senti que le dernier film reliant à cette période de ma vie avait enfin été coupé. Daniel était parti, physiquement et émotionnellement, de ma vie. Au cours des semaines suivantes, je me suis concentré sur la reconstruction non seulement de ma routine, mais de toute ma vie. J'ai réalisé que pendant les 3 années avec Daniel, j'avais négligé beaucoup de choses. Des amitiés qui s'étaient refroidies par manque d'attention, des passe-temps que j'avais abandonnés, même ma santé physique. J'ai recommencé à aller à la salle de sport régulièrement. J'ai repris des cours de guitare que j'avais abandonnés il y a des années. J'ai accepté des invitations à des événements sociaux que j'aurais auparavant refusés parce que Daniel avait toujours des plans ou des engagements qui nécessitaient ma présence ou mon argent. 1 mois après l'accord légal, ma sœur Patricia est venue me rendre visite. Pendant que nous prenions un café dans mon appartement, elle a dit quelque chose qui m'a surpris. Tu as l'air différent, Mathieu. Plus léger, plus toi-même. Honnêtement, je n'ai jamais aimé Daniel. Aucun de nous dans la famille ne l'a aimé. Mais nous ne savions pas comment te le dire sans que tu aies l'impression que nous t'attaquions. Pourquoi ne l'aimiez-vous pas, ai-je demandé, bien que je soupçonnais déjà la réponse. C'était évident qu'elle n'était avec toi que pour ton argent, la façon dont elle parlait de toi quand tu n'étais pas là. Toujours à mentionner tes revenus, ton travail, ce que tu pouvais lui acheter. Elle ne parlait jamais de qui tu étais en tant que personne, de tes qualités, de ce qu'elle aimait chez toi. C'était purement transactionnel.
Ces mots m'ont un peu blessé, mais c'était une douleur nécessaire, la douleur de reconnaître des vérités que j'avais évitées. Pourquoi penses-tu que je suis resté si longtemps, ai-je demandé plus à moi-même qu'à elle. Patricia a réfléchi un instant. Je pense que tu avais peur d'être seule. Et je pense qu'elle était très douée pour te faire sentir que tu avais de la chance de l'avoir, que personne d'autre ne voudrait de toi comme elle prétendait le faire. C'est une manipulation classique. Elle avait raison. Danielle avait été une experte pour faire des commentaires subtils qui érodaient mon estime de soi tout en se présentant simultanément comme la seule à m'accepter malgré mes prétendus défauts. Mais maintenant, regarde-toi, a poursuivi Patricia avec un sourire. Tu as géré cette terrible situation avec maturité, intelligence et dignité. Tu as établi des limites, protégé tes intérêts sans être vengeur, et tu en es ressorti plus fort. Je suis fier de toi, mon frère. Ces mots m'ont rempli d'une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Une reconnaissance authentique de quelqu'un qui m'aimait vraiment, sans arrière-pensée. 2 mois après l'accord, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai reçu un colis par courrier recommandé. L'expéditeur était un cabinet d'avocats de Guadalajara. À l'intérieur du colis se trouvait une lettre formelle et un chèque. La lettre disait « Cher Monsieur Fournier, je représente Mademoiselle Danielle Dubois en matière financière. Ma cliente m'a demandé d'effectuer le paiement suivant à titre de restitution partielle des dépenses engagées pendant votre relation. 6 juin, vous trouverez un chèque d'un montant de 25 000 pesos. Ma cliente souhaite qu'il soit consigné que ce paiement est volontaire et ne constitue pas une admission de dette ou de responsabilité légale, mais simplement un geste de bonne foi. Ma cliente souhaite également vous faire savoir qu'elle respectera toutes les conditions de l'accord précédent et vous souhaite le meilleur pour votre avenir. Sincèrement, Maître Miguel Almeida. J'ai longuement regardé le chèque. 25 000 pesos. C'était moins de 10% de ce que j'avais réellement dépensé pour elle, mais ce n'était pas le montant qui m'a frappé. C'était le geste lui-même. Était-ce un véritable remords? Ou était-ce une autre action calculée? Peut-être pour se décharger la conscience ou couvrir un angle juridique. Je ne le saurais probablement jamais. Et j'ai réalisé que cela n'avait pas d'importance. J'ai déposé le chèque, non pas pour l'argent, mais parce que l'accepter, c'était couper ce dernier lien financier entre nous. Avec ce dépôt, elle ne me devait officiellement plus rien et je ne lui devais plus rien. 3 mois après l'accord, je dînais avec des amis quand Charles a mentionné nonchalamment « Tu as vu que Daniel a supprimé tous ses réseaux sociaux ». Je ne l'avais pas vu car j'avais cessé de chercher des informations à son sujet des semaines auparavant, mais par curiosité, cette nuit-là, j'ai vérifié. Effectivement, son Instagram, son Twitter, son TikTok, tout avait disparu. La vie qu'elle avait soigneusement construite en ligne, cette façade d'influenceuse à succès, avait été complètement démantelée. Je me suis demandé si elle recommençait, construisant quelque chose de plus authentique, ou si elle avait simplement trouvé une autre forme de manipulation, une autre victime. J'espérais, pour son bien, que ce soit la première option. Mais ce n'était pas ma responsabilité de le savoir ou de m'en soucier. Ma vie a continué à s'améliorer d'une manière que je n'avais pas anticipée. Au travail, j'ai reçu une promotion, en partie parce que mes performances s'étaient considérablement améliorées une fois que j'avais éliminé le drame constant de ma vie personnelle. Financièrement, sans le drainage constant des dépenses pour maintenir le style de vie de quelqu'un d'autre, j'ai réussi à économiser plus en 3 mois qu'au cours des 3 années précédentes combinées. Mais le changement le plus significatif était interne. J'avais retrouvé mon estime de soi, mon sentiment de valeur personnelle. Je ne cherchais plus de validation externe pour me sentir entier. Je ne tolérais plus le manque de respect ou la manipulation par peur d'être seul. Un après-midi, en organisant des papiers dans mon appartement, j'ai trouvé une photo de Daniel et moi prise pendant notre première année ensemble. Nous étions à la plage, souriants, apparemment heureux. J'ai regardé cette photo et j'ai essayé de ressentir quelque chose. Nostalgie, douleur, même colère. Mais la seule chose que j'ai ressentie était de la gratitude. La gratitude parce que cette relation, aussi toxique qu'elle ait été, m'avait appris des leçons inestimables sur les limites, sur l'amour de soi, sur la reconnaissance de la manipulation, sur la valeur de l'indépendance financière et émotionnelle. J'ai rangé la photo dans une boîte avec d'autres souvenirs du passé. Non pas pour oublier, mais pour me souvenir d'où je venais et de tout ce que j'avais grandi. La vie après Daniel n'était pas parfaite, mais elle était la mienne. Authentiquement, complètement la mienne.
Et cela valait plus que toute relation basée sur des mensonges et la manipulation. 6 mois après que Daniel ait quitté ma vie, je me suis retrouvé dans une situation que je n'aurais jamais imaginée pendant les jours sombres de notre rupture. Non seulement j'avais retrouvé ma stabilité financière et émotionnelle, mais j'avais construit quelque chose de mieux que ce que j'avais auparavant. Mon compte d'épargne affichait des chiffres que je n'avais pas vus depuis des années. Sans le drainage constant des dépenses pour maintenir le style de vie de quelqu'un d'autre, j'avais réussi à économiser près de 150 000 pesos. De l'argent que je prévois maintenant d'utiliser pour de vrais investissements dans mon propre avenir, pas dans les fantasmes d'une relation toxique. Mais plus important que l'argent, c'était la tranquillité d'esprit que j'avais retrouvée. Les nuits où je me réveillais anxieux, vérifiant mon téléphone pour des messages menaçants ou des appels manqués, je les passais maintenant à dormir profondément. Ma tension artérielle, qui avait été dangereusement élevée pendant la dernière année avec Daniel, était revenue à des niveaux normaux. Au travail, ma promotion au poste de responsable régional senior s'accompagnait d'une augmentation substantielle et de plus de responsabilités que j'appréciais sincèrement. Mon patron m'a avoué lors d'une conversation privée qu'il s'était inquiété de mes performances au cours de la dernière année de ma relation avec Daniel, mais que maintenant il constatait un changement remarquable. « Tu es plus décisif, plus concentré », m'a-t-il dit. « Quoique tu aies résolu dans ta vie personnelle, cela se reflète certainement dans ton travail professionnel. » Un après-midi, en prenant un café avec Charles, il m'a posé une question qui m'a fait réfléchir profondément. « Penses-tu que tu pardonneras un jour à Daniel ? » J'ai réfléchi attentivement avant de répondre. Je ne pense pas que le pardon soit pertinent ici. Le pardon implique que je porte encore du ressentiment que je dois libérer. Mais honnêtement, quand je pense à elle maintenant, je ne ressens ni colère ni douleur. Je ressens juste de l'indifférence et peut-être un peu de pitié pour quelqu'un qui a vécu une vie si basée sur des mensonges. C'est plutôt mature de ta part, a observé Charles. Je ne le fais pas pour être mature ou noble, ai-je admis. Je le fais parce que j'ai découvert que garder la colère ne me fait que du mal. Elle n'est plus dans ma vie. Pourquoi la laisser occuper de l'espace dans mon esprit ? La véritable épreuve de ma guérison est venue de manière inattendue 3 semaines après cette conversation. J'étais dans un centre commercial en train d'acheter un cadeau pour l'anniversaire de Patricia quand je l'ai vue. Daniel était à environ 20 mètres, regardant une vitrine. Elle semblait différente, plus mince, les cheveux plus courts, habillée plus simplement que dans mes souvenirs. Pendant un instant, j'ai envisagé de faire demi-tour et de marcher dans la direction opposée, mais quelque chose m'a arrêté. Non pas la peur ou l'anxiété, mais la curiosité de savoir comment je réagirais en la voyant après si longtemps. Nos regards se sont croisés. J'ai vu la reconnaissance instantanée dans ses yeux, suivie de quelque chose qui ressemblait à de la honte. Elle a aussi hésité, visiblement incertaine de la marche à suivre. Finalement, elle s'est approchée lentement, s'arrêtant à une distance respectueuse. « Bonjour, Mathieu », a-t-elle dit à voix basse. « Daniel », ai-je répondu avec un hochement de tête neutre. « Je ne m'attendais pas à te croiser ici », a-t-elle continué, ses doigts tordant nerveusement la bandoulière de son sac à main. « Comment vas-tu ? » « Bien, très bien même. » Il y eut un silence gênant. Elle a baissé les yeux, puis m'a regardé à nouveau. « Écoute, je sais que tu ne veux probablement pas entendre ça, mais j'ai besoin de le dire. Je suis tellement désolé pour tout ce qui s'est passé, pour tout ce que j'ai fait. Il n'y a aucune excuse pour la façon dont je t'ai traité, comment je t'ai utilisé. Je suis en thérapie depuis quelques mois, et j'ai dû faire face à beaucoup de choses sur moi-même qui n'étaient pas faciles à voir. » Je l'ai observée attentivement pendant qu'elle parlait. Son langage corporel était différent de ce dont je me souvenais. Il n'y avait pas de confiance manipulatrice, pas de coquetterie calculatrice. Elle semblait juste fatiguée et sincèrement pleine de regrets. « Je suis contente que tu travailles sur toi-même, » ai-je dit honnêtement. « Nous méritons tous cette chance de grandir. » « Puis-je te demander quelque chose ?» a-t-elle dit après un autre moment de silence. J'ai hoché la tête. Y a-t-il jamais eu quelque chose de réel entre nous ? Ou est-ce que je n'ai fait que t'utiliser et que tu te laissais utiliser ? C'était une question profonde et elle méritait une réponse honnête. Je pense qu'au début, il y avait quelque chose de réel, ai-je répondu après avoir réfléchi. Ou du moins le potentiel de quelque chose de réel, mais à un moment donné, nous nous sommes tous les deux perdus. Toi et tes mensonges et manipulations. Moi et mon déni et mon besoin d'être nécessaire. Ce que nous avions à la fin n'était pas une relation.
C'était une transaction dysfonctionnelle. Elle a hoché la tête lentement, des larmes se formant dans ses yeux. Tu avais raison sur tout, sur l'accord légal, sur le fait de me couper financièrement, sur tout. J'avais besoin de faire face à de vraies conséquences pour enfin me réveiller. Comment vont les choses pour toi maintenant, ai-je demandé, surpris de me soucier sincèrement de la réponse. Difficile mais honnête, a-t-elle admis. Je travaille dans un magasin de vêtements. Je ne gagne pas beaucoup, mais c'est de l'argent que je gagne. Je vis avec ma mère à Guadalajara. Ce n'est pas glamour, mais c'est réel. Je reconstruis des relations avec des gens que j'ai blessés, y compris Andrea. Et j'apprends à vivre sans dépendre des autres pour mon identité ou mes moyens de subsistance. Je suis content d'entendre ça, ai-je dit sincèrement. Et, y a-t-il une chance que nous puissions être amis un jour, a-t-elle demandé d'une voix tremblante. J'ai secoué doucement la tête. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, Daniel. Non pas par colère ou ressentiment, mais parce que nous devons tous les deux passer complètement à autre chose. Tu dois construire ta nouvelle vie sans encre du passé. Et j'ai trouvé la paix en laissant ce chapitre clos. Elle a hoché la tête en comprenant. Tu as raison. Je voulais juste que tu saches que je suis désolé. Je le suis vraiment. Je sais, ai-je répondu. Et je te souhaite le meilleur, sincèrement. J'espère que tu trouveras un vrai bonheur construit sur des bases honnêtes. Merci, Mathieu, pour tout. Pour avoir été plus gentil que je ne le méritais. Même maintenant. Nous sommes restés là un autre instant. Deux étrangers qui ont autrefois partagé l'intimité, maintenant séparés par des expériences qui nous avaient changés tous les deux de manière irréversible. Prends soin de toi, Daniel, ai-je finalement dit. Toi aussi, Mathieu. Je l'ai regardé s'éloigner dans la foule du centre commercial et j'ai ressenti un profond sentiment de clôture. Ce n'était pas la confrontation dramatique que les films promettent, ni la réconciliation émotionnelle des fins de feuilleton. C'était simplement deux personnes reconnaissant le passé et allant chacun de leur côté vers des avenirs différents. Plus tard cette nuit-là, en dînant dans mon appartement, j'ai réfléchi à cette rencontre fortuite. J'avais géré cette interaction avec Daniel avec calme et compassion, mais aussi avec des limites fermes. Cela en disait plus sur ma croissance que toute autre chose. Le Mathieu d'il y a un an aurait été émotionnellement bouleversé par cette rencontre. Il aurait analysé chaque mot à la recherche de signification cachée ou de manipulation. Il se serait senti coupable de ne pas accepter son amitié ou aurait envisagé de lui donner une autre chance. Mais le Mathieu d'aujourd'hui comprenait quelque chose de fondamental. Le pardon n'exige pas la réconciliation. Je pouvais souhaiter le meilleur à Daniel tout en maintenant des limites saines. Je pouvais reconnaître son apparent remords sans me sentir obligé de récompenser ce remords par ma présence dans sa vie. 3 mois après cette rencontre, quelque chose de nouveau est entré dans ma vie de la manière la plus inattendue. Lucie, la femme qui travaillait dans le marketing digital et qui m'avait aidé à découvrir toute l'étendue des mensonges de Daniel, m'a invité à un événement de réseautage professionnel. J'ai d'abord hésité. Les foules et les réseaux sociaux n'avaient jamais été mon truc, mais quelque chose m'a poussé à accepter. Lors de cet événement, j'ai rencontré Fanny, une graphiste indépendante avec un sourire sincère et une passion évidente pour son travail. Nous avons parlé pendant des heures de tout et de rien, de technologie, de voyage, de musique, de livres. Il n'y avait pas d'arrière-pensée, pas de manipulation, juste une connexion humaine authentique. Quand elle m'a demandé mon numéro à la fin de la soirée, je n'ai pas ressenti l'anxiété ou la suspicion que j'aurais ressenti des mois auparavant. J'ai juste ressenti une curiosité et une ouverture authentique. Nous sortons ensemble depuis 2 mois maintenant. Fanny et moi allons lentement, construisant quelque chose sur des bases d'honnêteté et de respect mutuel. Elle paie ses propres factures, insiste pour partager les frais, et quand elle accepte que je paie un dîner, elle équilibre en payant le suivant. Plus important encore, elle me demande comment s'est passée ma journée, mes rêves, mes peurs. Elle s'intéresse à qui je suis en tant que personne, pas à ce que je peux lui apporter matériellement. C'est la différence entre être valorisé et être utilisé. Et maintenant que je connais cette différence, je ne me contenterai plus jamais de moi. Ma famille adore Fanny. Patricia l'appelle une bouffée d'air frais. Et ma mère dit qu'elle ne m'a jamais vu aussi détendu et heureux. Même mes amis remarquent la différence. La facilité de cette relation par rapport à la tension constante qui a caractérisé mon temps avec Daniel.
Je ne sais pas si Fanny est la bonne ou si cela durera éternellement. Mais la belle chose est que je n'ai pas besoin de le savoir tout de suite. J'apprends à profiter du présent, à construire quelque chose jour après jour sans la pression d'attentes irréalistes ou l'anxiété d'une manipulation cachée. 1 an après ce message texte qui a tout changé, je me retrouve assis sur mon balcon, buvant un café un dimanche matin. Le soleil brille. J'ai prévu de déjeuner avec Fanny plus tard, et ce soir il y a un dîner de famille pour célébrer la nouvelle entreprise de Patricia. Mon téléphone est à côté de moi, mais je ne le vérifie pas obsessivement. Il n'y a pas d'appel manqué qui me rende anxieux. Il n'y a pas de message menaçant. Il n'y a pas de drame à gérer, juste des messages normaux d'amis et de famille qui m'aiment sincèrement. Je pense au message de Daniel qui a tout déclenché. J'ai trouvé quelqu'un d'autre. Je ne veux plus rien avec toi. À ce moment-là, cela semblait la fin du monde. Maintenant, je le vois pour ce que c'était vraiment, une libération. Elle m'a rendu un service en me quittant, bien que ce n'était pas son intention. Elle m'a forcé à faire face à des vérités sur moi-même que j'avais évitées. À établir des limites que je n'avais jamais établies, à m'estimer d'une manière que je n'avais jamais faite. La vengeance que j'ai prise, si l'on peut l'appeler ainsi, n'a pas été dramatique ou destructrice. Elle a été simple. J'ai repris ma vie, mes finances, ma tranquillité d'esprit, mon estime de soi, et c'était la meilleure vengeance possible, bien vivre. Daniel poursuit probablement son chemin, j'espère honnêtement cette fois, en reconstruisant sur des bases plus solides. Je ne la hais pas et ne lui souhaite aucun mal. Elle n'est simplement plus une partie de mon histoire, sauf comme un chapitre qui m'a enseigné des leçons précieuses. Et je vis la meilleure version de ma vie. Non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle est authentiquement la mienne. Chaque décision est la mienne. Chaque relation est équilibrée et authentique. Chaque peso que je gagne, je l'investis dans mon propre avenir ou le partage par choix, non par obligation ou manipulation. Je reçois un message de Fanny. Bonjour. On est toujours d'accord pour le déjeuner? J'ai trouvé ce restaurant thaïlandais dont je t'ai parlé. Je souris en répondant. Bien sûr. À 14 heures. Je ferme les yeux, sentant le soleil sur mon visage, et je réalise quelque chose de fondamental. Le vrai bonheur ne vient pas d'éviter la douleur ou les erreurs. Il vient d'apprendre d'elles, de grandir à travers elles, et d'utiliser ces leçons pour construire quelque chose de meilleur. Daniel m'a envoyé un message disant qu'elle avait trouvé quelqu'un d'autre et ne voulait plus rien avec moi. J'ai répondu, comme tu veux, et j'ai bloqué ses cartes. Une semaine plus tard, elle était désespérée, mais cette histoire ne parle pas vraiment d'elle ou de vengeance. Elle parle d'un homme qui a enfin appris sa propre valeur, qui a établi des limites saines, qui a choisi de se respecter plutôt que de maintenir une relation dysfonctionnelle. Et au final, ce fut la plus grande victoire de toutes.